Bonjour à tous, c'est d'espionnage et d'espions que nous allons parler aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai mis mes lunettes d'espion et nous allons en parler avec Sergueï Girnov. Bonjour Sergueï. Bonjour Marc, ça va très très bien les lunettes Oui, je d'espion. crois que j'ai un petit peu raté ma vocation, probablement. Et on va en parler à l'occasion de la parution de votre livre dans quelques jours, L'ombre des légendes, aux éditions Istia et compagnie. Sergueï, alors on vous connaît bien, vous êtes venu à plusieurs reprises dans cette émission commenter l'actualité et j'ai voulu vous recevoir à l'occasion de la sortie d'un livre absolument passionnant, L'ombre des légendes, dans lequel vous revenez sur un certain nombre d'épisodes de l'histoire de l'espionnage. Alors vous-même, je rappelle que vous êtes un ancien officier du KGB, spécialisé dans le service des agents illégaux. Et vous avez opéré à l'étranger, notamment en France. Vous avez été formé à l'Institut du Drapeau Rouge, donc l'Institut du KGB, où vous avez côtoyé d'ailleurs Vladimir Poutine. Vous en parlez, Hélas. hélas, hélas, vous en parlez à certains moments de ce livre. Et vous avez été contraint à l'exil en 2001, après avoir été poursuivi quand même pour divulgation de secrets d'État par l'État russe, ou soviétique ou russe, Russe, russe. ouais. Et vous êtes actuellement auteur et analyste des questions internationales. Et dans cet ouvrage, L'ombre des légendes, donc, qui paraît dans quelques jours, vous levez le voile, Sergueï, sur un certain nombre d'opérations clandestines des agences de renseignement au XXe siècle et au XXIe siècle, des agences comme le CIA, le MI6, le Mossad, le KGB, bien sûr. Et à travers des récits qui sont écrits d'une plume, je dirais, incisive et extrêmement rapide et très plaisante, vous nous proposez une plongée absolument fascinante dans les coulisses de l'espionnage mondial. Et en même temps, bon, vous y mêlez vos témoignages personnels, vos analyses géopolitiques. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre, Sergueï, c'est qu'on a souvent sur l'espionnage les points de vue des journalistes, des romanciers, des historiens. Mais alors, ici, c'est le point de vue de l'espion professionnel. Et d'une certaine façon, toutes les affaires dont on a entendu parler, vous les revisitez et vous démontez le mécanisme comme un espion et vous remettez en cause un certain nombre de choses. C'est Est-ce que ça. c'est ça quand même, Ah, votre livre? absolument, c'est ça. Donc bien Parce que c'est évidemment. des histoires souvent qu'on connaît déjà, comme par exemple les espions anglais de Cambridge, Mhm, etc. Et mhm. vous les revisitez avec un œil totalement neuf. C'est ça. Donc bien évidemment, pour poser ma légitimité, j'ai raconté d'abord légèrement ma propre histoire, même si les gens qui ont lu d'autres livres, surtout l'éclaireur, et ils la connaissent. Mais bon, il y a d'autres lecteurs qui ne savent pas. Donc il faut toujours prévoir que le livre va concerner le lecteur qui découvre en fait l'auteur. Et donc ça, c'est juste pour poser ma légitimité, parce qu'effectivement, en fait, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ça. Ça veut dire que c'est certaines histoires. En fait, il y en a une qui est vraiment inédite. C'est l'histoire de Mikhail Boudkov, qui est un de mes compatriotes, et surtout co-espion au KGB, avec lequel j'ai fait mes études vraiment beaucoup pendant 3 ans à l'école du KGB, et qui a mal tourné. Donc en fait, cette histoire est quasiment inconnue en France, même s'il était un tout petit peu connu en Russie. Voilà. Mais tout le reste, c'est revisiter les grandes histoires d'espionnage partout dans le monde. En fait, vous avez raison. Et on parle de la DGSE, on parle de la CIA, on parle du FSB, du SVR, de la GRU, la Direction générale du renseignement militaire. C'est parfois les histoires historiques, comme vous avez mentionné l'histoire des Rosenberg, l'histoire des 5 de Cambridge, l'histoire de Richard Zorge, qu'on connaît très peu en France, en fait. Même s'il y a eu des publications. Voilà. Et en même temps, comme vous avez dit, c'est un regard de l'intérieur, en fait, de l'espion,
qui vous racontent les mêmes histoires, mais pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et donc, du coup, c'est un regard très particulier, bien évidemment, souvent un peu critique, mais parfois même à l'inverse de la critique. Et ça, c'est le cas de Rainbow Warrior. Parce qu'en France, par exemple, on a l'habitude de dire que c'est un échec de la DGSE. Et pour moi, en tant qu'espion, c'est faux. C'est une réussite totale de la DGSE. Oui, c'est ça. Vous remettez en question les histoires traditionnelles qu'on a plus ou moins gobées, Ouais. et un peu comme un illusionniste, en disant voilà exactement ce qui s'est passé. Et effectivement, puisqu'on est sur le Rainbow Warrior, c'est extrêmement intéressant cette affaire du Rainbow Warrior. Les plus anciens s'en souviennent peut-être, hein. C'est ce bateau de Greenpeace qui a été dynamité dans la baie d'Auckland En Nouvelle-Zélande, par les 1985. par les services secrets Par la français. DGSE, ouais. Voilà. Et Sur l'ordre de président Sur l'ordre Mitterrand, du qu'il président n'a jamais Mitterrand. assumé, Ouais. sur l'ordre, bien évidemment, du ministre de la Défense qui a payé de sa personne. C'était la seule Charles victime, Hernu à l'époque. Charles Hernu, à l'époque. Et en fait, ce que je dis, c'est qu'en réalité, il y avait Laurent Fabius qui était à l'époque le Premier ministre, le jeune Premier ministre. Et donc, il a joué les vierges effarouchées par rapport à cette histoire. « Oh, c'est sale, c'est abominable, etc. » Et en fait, c'est lui qui a fuité quasiment... je vois pas d'autres sources qui a fait la fuite, parce que dans l'affaire, il y avait 3 équipes. En fait, on a pris plus ou moins une équipe. La deuxième est partie sans encombre. Et la troisième, personne ne le savait pas qu'elle existait. Et en fait, à un moment donné, c'est Edwy Plenel qui était au Monde, donc au mois de septembre. En fait, l'affaire se déroule au mois de juillet. Elle a rempli les chroniques de l'été 1985. Et puis, au mois de juillet, le 17 juillet exactement, il y avait la publication au Monde qui a révélé en fait l'existence de la troisième équipe en donnant des noms. Donc, en fait, c'est une histoire de trahison d'État. En fait, l'État... Trahison d'État, et dans ce cas-là, c'est l'État qui a trahi ses propres espions. C'est ça. Ça veut dire que l'opération, du point de vue d'espionnage, a réussi, même s'il y a une équipe, les faux époux Thurange, qui étaient les agents clandestins de la DGSE, qui étaient pris par les Néo-Zélandais. Mais en réalité, les Néo-Zélandais ne pouvaient même pas les juger, parce qu'en fait, il n'y avait rien à leur reprocher. Et ils n'ont pas mis l'explosif, ils n'ont pas fait exploser le bateau. Ils coordonnaient, en fait. C'était les coordinateurs des activités. Mais à la limite, s'il avait tenu bon devant les juges d'instruction, on pourra leur reprocher une entrée clandestine en Nouvelle-Zélande. Bon, ils auraient payé une amende et été rapatriés en France. Mais comme les autorités politiques françaises ont décidé de balancer les espions, ça se fait pas, en fait. Vous savez, Là, ça se fait pas parce que, alors là, il y a une ambiguïté fondamentale dans les actions de la DGSE et de tous les services secrets du monde entier. C'est qu'ils sont faits justement pour faire des opérations illégales. C'est vrai que c'est pas bien de faire sauter un bateau, c'est illégal. Mais enfin, c'était pour protéger les essais nucléaires français à Mururoa, etc. Donc, c'est illégal, c'est clairement. Mais la DGSE était faite pour faire des opérations illégales. Sinon, ça n'a aucune raison d'être. N'importe quel service d'espionnage, il faut rappeler que ce sont les services criminels qui font des actions criminelles. Tous les espions sont les bandits criminels. Mais les États se payent le droit d'avoir des criminels à son service. Et donc, les États doivent assurer ça et assumer ça. Et contrôler ça, et encadrer ça, mais surtout assumer. Ça veut dire que si vous ne voulez pas assumer, à ce moment-là, vous liquidez le service. Et en fait, ce que je dis aussi par rapport à Rainbow Warrior, Laurent Fabius, qui a fait la Vierge effarouchée absolument par rapport à cette histoire, il a obtenu en fait beaucoup de lumière sur lui. On l'a présenté comme un chevalier blanc là, qui mettait de l'ordre dans un merdier pas possible, excusez-moi pour l'expression. Et en réalité, il a vécu une très très longue carrière politique qui s'est arrêtée juste cette année, parce qu'en fait, jusqu'au mois de mars, il était président du Conseil constitutionnel, et il n'a jamais remis en cause l'existence de la DGSE. S'il était chevalier blanc, pourquoi elle n'a pas exigé de Mitterrand de liquider les services spéciaux, comme les socialistes d'ailleurs ont promis pendant la campagne électorale. Vous savez, les socialistes... Mais ils l'ont jamais fait. Jamais fait, comme les bolcheviks
dans mon pays, c'est la même chose. Vous savez, avant la révolution d'octobre, ils critiquaient le régime tsariste, ils critiquaient l'existence d'Okhrana, d'Akhranka, ce service de la police politique. Et en fait, ils ont dit, quand on va arriver au pouvoir, on va publier tous les décrets et oukas secrets du tsar, on va liquider tous les services spéciaux. Et en fait, ils ont commencé par créer la Tchéka, qui est un service encore pire que sous tsar. Mais c'est extraordinaire ça aussi. Ces services secrets, on a l'impression qu'ils sont capables de survivre à tout, et notamment aux États, parce que on voit bien dans votre livre que la fin de l'Union soviétique aurait dû entraîner la mort du KGB. Alors il y a une période de flottement que vous racontez très très bien où personne ne sait, tout le monde est livré à soi-même, et peu à peu le KGB se reconstituait sous d'autres noms, et de la même façon, comme s'il y avait une espèce de capacité de survie extraordinaire de ces systèmes, secrets. Oui, c'est un peu le cas parce qu'en fait, je mentionne aussi le cas parce que souvent on dit oui, en Russie, Poutine est un membre du KGB, donc il est venu avec toute sa clique d'anciens potes du KGB. Mais je vous rappelle quand même que George Bush, le père, était directeur de la CIA. Il est devenu président des États-Unis. Donc, vous voyez, en fait, il y a quand même cette hydre qui est dans l'état profond, mais encore plus profond que l'état profond. Et donc, bien évidemment, en Russie, c'est flagrant parce que le KGB a disparu. D'ailleurs, je raconte aussi ça un tout petit peu parce que j'étais en mission en France pendant que le KGB disparaissait. Et je me suis retrouvé dans le rôle de presque ce soldat Ryan qu'on oublie derrière les lignes de front, mais personne n'est venu me chercher à l'époque. Voilà, parce que en fait, je suis en France, il y a le KGB qui disparaît, il y a le Parti communiste dont le KGB est le bras armé qui disparaît, et il y a l'Union soviétique en tant qu'entité étatique qui disparaît aussi. Donc bien évidemment, c'est un flottement, mais très très vite ils ont repris du poids de la bête. Il y a Yevgeny Primakov, un personnage très pittoresque qui a recréé en fait le service d'espionnage, le SVR de Russie. Et d'ailleurs, tellement bien fait qu'il est devenu après le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, il a failli être le président. Donc vous voyez, c'est vrai. Et puis après, il y a... Mais est-ce que c'est pas finalement les services secrets qui, en renaissant, ont finalement recréé l'État russe? C'est un peu ça. C'est un peu ça parce qu'effectivement, c'est Poutine, en fait, qui, quand il est arrivé au pouvoir, et il y a, s'il faut lui reconnaître parfois quelque chose de bien qu'il a fait, c'est justement de recentraliser l'État. Parce que, en fait, la Russie était sur le point crucial, sur le point de guier, parce que soit il a fallu décentraliser la Russie, mais à ce moment-là, vous donniez l'autonomie totale et complète à toutes les composantes de la Russie. Et après, c'est difficile de recréer cette confédération sur 17 millions de kilomètres carrés. Donc à ce moment-là, il y a les républiques qui pourraient être sécessionnistes et qui pourraient partir comme Yakoutie, comme Tchukotka, comme l'Extrême-Orient. En fait, on a parlé de la République de Sibérie, de la République d'Extrême-Orient. Et en fait, ils ont recréé un État centralisé, mais à ce moment-là, il fallait le faire bien, parce que sous Yeltsin, on est arrivé au point où chaque petite république, parce que je vous rappelle qu'il y en a 25, je crois, dans la Russie, plus 80 oblasts et régions, grandes régions. Et donc, chacune voulait faire ses propres lois. Et c'était, permettez-moi de le dire, un bordel total. Donc en fait, on ne se retrouvait plus dans ce genre disons, de législation locale, fédérale, etc. Donc en fait, il n'y avait plus aucune loi qui marchait. Et Poutine a remis de l'ordre dans ça. Et ça, c'est quelque chose de bien. C'est peut-être la seule chose bien qu'il ait faite. Qu'il ait faite. Ouais. Alors, on va revenir sur quelques... vous parlez d'énormément d'affaires qui ont défrayé la chronique dans le domaine de l'espionnage. On va revenir sur deux, trois affaires très rapidement parce que je renvoie à les lecteurs à ce livre qui est vraiment... c'est vraiment le livre de l'été, quoi. Il faut avoir lu ça sur les plages parce que oui, tout à fait. N'importe quoi. Sur la structure, effectivement, comme c'est plusieurs histoires qui n'ont pas de lien entre elles, donc on peut le commencer à n'importe quel moment. On peut commencer par la fin. Ouais. C'est ça aussi l'avantage, en fait. Ouais. Alors, il y a plusieurs affaires
sur lesquels je voudrais revenir un instant. C'est d'abord l'affaire Rosenberg. Hmm. C'est une affaire extrêmement intéressante parce que les époux Rosenberg, certains s'en souviennent, d'autres le savent par l'histoire. En tout cas, c'est ce couple juif new-yorkais qui a été accusé d'espionnage par la CIA Mhm. et pour lequel il y a eu un procès retentissant sur lequel qui a défrayé la chronique en 53, c'est ça? Ou je sais pas. Oui, oui, de 250 à 53. Et les époux C'est Rosenberg ont fini sur la chaise électrique tous les deux. malheureusement, les deux ont été électrocutés. Donc, affaire en fait, tout à fait dramatique. ouais. Mais là, vous faites quelques révélations quand même Mm. sur ce couple Rosenberg, parce que il y a pas les bons et les méchants finalement dans Ouais. l'espionnage. Et le couple Rosenberg avait probablement aussi des choses à se reprocher. Ils avaient des choses à se reprocher, mais dans le sens, en fait, que ils étaient les vrais espions. Ça veut Ils dire étaient que vrais espions, parce que ça veut dire que pendant beaucoup de temps, en fait, ils ont joué sur leur innocence. Et en fait, la campagne qui a eu lieu dans les années 50, on l'a faite quasiment sur la campagne d'antisémitisme aux États-Unis. Ça veut dire qu'en fait, les pauvres Rosenberg étaient faussement accusés d'espionnage, exécutés par les Amerlocs pendant le macartisme. Et donc, c'est un truc abominable. Mais c'est quelque chose d'intéressant parce que les États-Unis, en même temps, ils ont mis le procureur juif, le juge juif. Donc, en fait, c'était ça aussi. Donc, et ça se passait, bien évidemment, ce sont les personnages qui sont symboliques en fait de cette Amérique d'immigration où il y a l'immigration juive qui a joué un rôle très important. À New York, il y a un quartier juif. En fait, il y a des juifs du monde entier, mais surtout des il y a pays un tiers de la population de New York. voilà, c'est ça. Et surtout des pays de l'Union soviétique qui sont venus. Et en même temps, en fait, ce sont des espions qui sont des espions idéologiques. Ça veut dire qu'ils luttaient. Faut pas oublier que l'Union soviétique, quand même, c'était l'allié contre les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, toutes les personnes qui étaient recrutées pendant la Deuxième Guerre mondiale, on ne pouvait pas les juger parce qu'en fait, c'était des alliés. En plus, après, ils ont espionné pour connaître les secrets atomiques des États-Unis. Et là aussi, c'est une histoire qu'on connaît, mais c'est une histoire à tellement de facettes. Mais ils assumaient pleinement, ça veut dire qu'ils étaient communistes, ils travaillaient pour l'Union soviétique, ils voulaient que l'Union soviétique obtienne la même bombe que les États-Unis. D'ailleurs, chez les physiciens, il y avait une sorte de complot dans ce sens-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de physiciens, quand ils ont compris la puissance de cette arme, ils ont dit, ce n'est pas possible sur Terre qu'un seul État possède cette arme. Donc il faut casser ce monopole. Et donc il y a eu plusieurs cas. Après, je parlerai peut-être un jour de Klaus Fuchs et d'autres personnages, parce qu'en fait, il y a donc de ce laboratoire américain de Los Alamos, il y a eu des fuites. Et donc, les époux de Rosenberg ont joué le rôle dans une des filières qui faisait sortir les secrets atomiques et qui ont permis à l'Union soviétique d'obtenir en 1949 leur propre bombe atomique après les États-Unis. Et de vrais espions idéologiques, mais c'est vrai qu'il y a une ambiguïté de cette période, que ce soit pour les Américains, les Anglais, c'est-à-dire que les Russes ou les Soviétiques étaient les anciens alliés, quelque part. C'est ça. Dans la lutte contre les nazis. C'est ça. Donc c'était extrêmement difficile. Maintenant, les choses sont plus simples. Disons que c'est des ennemis. Mais même maintenant, c'est pas simple parce que en fait, la Russie, soi-disant après la dislocation de l'Union soviétique, est devenue un État normal entre guillemets. Voilà. Mais en réalité, c'est un État poutiniste qui n'est pas normal du tout. C'est quasiment une dictature actuellement. Mais c'est vrai que de leur part, s'il avait dit tout simplement devant le tribunal, oui, nous sommes des espions, mais nous avons travaillé pour la cause atomique et pour la cause idéologique, ils n'auraient pas été exécutés. Mais c'est justement parce qu'ils ont assumé en fait leur rôle et ils n'ont toujours nié qu'ils sont devenus victimes. Mais je vous rappelle... En plus, ce qui ne les a pas servis, c'est qu'ils ils ont été appuyés.
par les partis communistes du monde entier, C'est ça. y compris bien sûr, le Parti communiste Surtout en français, France. surtout Hein. en France. Ouais, ouais. Mais c'est-à-dire que ça les a enfoncés, cette histoire. Ça les a en quelque sorte enfoncés, effectivement, parce qu'en France, mais en France, il y avait des autorités, des personnes, des grands personnages de l'État, pas forcément communistes, qui ont pris la défense des époux de Rosenberg. En fait, les plus anciens parmi nous se souviennent peut-être, parce qu'il y a eu des Sartre, il y a eu des personnes comme ça, hein, enfin des Malraux, hein, qui sont prononcés pour sauver les époux de Rosenberg. C'est une affaire retentissante. Mais les États-Unis, en même temps, il était en plein macartisme, et donc c'était ça aussi. Hein, ils voyaient des espions soviétiques partout. Ils ont voulu en fait faire une affaire, disons, de principe pour effrayer tous les autres qui voudraient à cette époque-là se relancer dans cette lutte, parce que la guerre, on était au début de la guerre froide, et effectivement, on revit la chose. Vous savez, l'Union soviétique en 45 c'est l'allié, en 46 c'est déjà l'ennemi. C'est déjà l'ennemi. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, je laisse le lecteur revenir sur cette affaire Rosenberg avec tous les détails que vous divulguez. C'est vraiment passionnant. Je voudrais revenir aussi sur une autre affaire que vous analysez en détail, qui a défrayé la chronique, alors de façon beaucoup plus récente, c'était il y a 1 an ou 1 an et demi, c'est l'affaire des pagers du Mossad. Qui a décimé l'état-major du Hezbollah il y a c'était quand, il y a 1 an, Ouais. il y a 1 an environ. Affaire absolument extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler en quelques mots et nous dire, vous ne pourrez pas le faire dans le détail, vous expliquer comment cette affaire a été conçue, imaginée, etc. par le Mossad, mais en quelques mots dire... Je crois que c'est techniquement, vous savez, bien évidemment, nous parlons quand même des choses criminelles, des morts, des estropiés, etc. Mais c'est dans la technique d'espionnage, je crois que c'est une des plus grandes affaires. Ça restera une des plus grandes affaires dans le monde de l'espionnage. Donc Mossad s'est organisé contre le Hamas et Hezbollah, surtout Hezbollah au Liban, pour leur faire introduire en fait les devices, les petits appareils de communication, de communication qui sont les vieux appareils en fait qu'on nous n'utilisons plus. C'est les appareils des années 80-90 où il n'y avait pas encore les téléphones portables, et donc en fait les gens recevaient. Parce qu'ils avaient peur de téléphones portables, le Hezbollah. Parce que en fait les Hezbollah se méfiaient de l'internet et des téléphones portables, et donc en fait ils ont joué sur low tech. Et low tech, c'est bien évidemment, il faut prendre un truc beaucoup plus bas que personne n'utilise, et donc ils ont utilisé. Mais les Israéliens, ils étaient très inventifs par rapport à ça. Ça veut dire que ils ont trouvé une entreprise de la Corée du Sud qui était spécialisée, ou la meilleure peut-être dans ce domaine. Ils ont créé une fausse société en Hongrie pour produire ces pagers, et après ils ont fait de telle façon que c'est pas eux qui sont venus vendre ces pagers à Hezbollah, mais c'est Hezbollah qui leur a demandé de le faire. C'est ça. Vous savez, c'est ça en fait le top du top de l'espion. C'est pas vous qui vous infiltrez, c'est votre cible qui vous demande d'être infiltré en quelque sorte. Et en fait, ce qui s'est passé, en plus, ils l'ont fait. Ils ont mis dans chaque pager, dans chaque petit appareil, ils ont mis quelques grammes d'explosifs assez puissants qui pouvaient tuer ou causer des dégâts physiques à la personne qui le possède. En plus, c'était très ingénieux parce que le mécanisme donc vous receviez le message, et pour le lire, il fallait appuyer sur 2 boutons. Et lorsque vous appuyez sur le bouton, boum, vous sautez, et donc au moins vous perdez 2 mains, enfin les yeux. C'est quand même très, très malin. Hein. C'est du point de vue d'organisation. C'est très malin, et c'est des années. C'est voilà, des années d'organisation. Et c'est ça. Ça veut dire que c'est des années d'organisation, et puis après des années d'attente. Ça veut dire que Hezbollah a acheté déjà ce truc-là, a équipé quasiment tout son réseau par ces pagers, et Israël a attendu
Mossad a attendu un moment venu, parce que je crois qu'en fait, ils attendaient peut-être le moment d'attaque sur Hezbollah. Et à un moment donné, ils ont senti que ça risquait de fuir. Et donc, en quelque sorte, ils ont dit, bon, allez, on fait sauter, même si c'est pas forcément maintenant que ce sera le meilleur moment, mais sinon, ils risquaient en fait de perdre toute l'opération. Et bien évidemment, ça a marché très très bien, du point de vue de cette action terrible, parce qu'il y a eu 3000 personnes, plus ou moins concernées, il y a eu quelques morts, mais il y a eu beaucoup de gens de blessés, etc. Et en fait, à un moment donné, il y a quasiment tout le réseau de Hezbollah qui a été décapité quasiment, puisqu'en plus, il y a eu aussi des assassinats ciblés des dirigeants d'Hezbollah au Liban, mais aussi en Syrie. Il y a eu quelques Iraniens, parce qu'il y a eu aussi des Iraniens qui possédaient ça. Il y avait un ministre, je crois, ou un ambassadeur de l'Iran en Syrie qui possédait le même pager, ce qui prouve d'ailleurs que l'Iran est bien derrière Hezbollah, et que Hezbollah, c'est vraiment une émanation de l'Iran. Et donc, c'est une opération extraordinaire. Et en fait, cerise sur le gâteau, Netanyahou, qui est le premier leader à rendre visite à Donald Trump lorsqu'il est rentré en fonction au mois de janvier 2025. Donc c'était quelques jours après la prise de fonction. Et donc il arrive à la Maison-Blanche et il fait cadeau. Mais il est marrant ce cadeau, parce qu'en fait il fait le pager en or, parce que Trump, il fait cadeau à Trump d'un pager en or, ouais. mais du même pager, en fait, très très bien encastré dans une sorte de bois, en fait, c'est sur un socle, etc. Mais c'est un cadeau un peu bizarre. Ouais. Parce qu'en fait, vous faites cadeau d'une bombe, en fait, au président Trump. Et j'ai jamais compris, en fait, l'humour de Netanyahou. Je sais pas, est-ce que les Américains les avaient aidés, peut-être, un petit peu dans les affaires? Peut-être. En tout cas, bon, ils étaient contents de cette opération. Ça restera dans les annales de l'espionnage, cette opération. Alors, on se pose toujours la question, et là, on va se la poser particulièrement sur cette action contre le Hezbollah. Finalement, ces actions violentes, presque ces actions de guerre des services secrets, finalement, à quoi elles servent? Est-ce que ça a servi à quelque chose, puisque finalement le Hezbollah est toujours là? Alors, affaibli, bien sûr, mais quelles ont été les conséquences militaires, politiques de cette Je crois que ça a servi sur le moment, parce qu'en fait, ça a effrayé énormément Hezbollah. Ça l'a décapité presque littéralement sur le moment. Mais bien évidemment, ça l'a pas détruit. Parce que il aurait fallu... en fait, cette opération était en prévision d'une attaque beaucoup plus grande armée sur Hezbollah en Iran par l'armée, par Tsahal. Et donc, en fait, lorsque vous avez le Mossad plus Tsahal, ça aurait pu faire disparaître Hezbollah pour toujours. Mais comme ce n'était pas le cas, donc en fait l'attaque de l'armée a eu, mais quelques jours après, et pas forcément pour détruire tout le réseau de Hezbollah, ça a servi momentanément, mais ça restera quand même une belle réussite pour le Mossad. Ouais. Alors, je m'étais fait une réflexion en vous lisant Sergueï Gernov, c'est qu'il y a une espèce de proximité proximité ou ressemblance entre la Russie et Israël, de ce point de vue-là. C'est que dans ces deux pays, les services secrets sont absolument centraux. C'est peut-être les deux seuls pays, puisque vous parlez des services secrets français, vous parlez des services secrets anglais, vous parlez de la CIA, avec lequel vous êtes pas très... on peut peut-être en dire un mot. On est des ennemis sur le terrain. On va revenir sur la CIA, c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais là, on a l'impression qu'on est au centre, le centre du cœur de l'État, finalement, ce sont les services secrets. Oui, parce que l'Israël, c'est un pays qui est en guerre en permanente, qui est entouré d'ennemis et donc qui est en constante lutte pour sa survie. Et donc, lorsque vous êtes comme ça, vous êtes aussi infiltré par les agents, par les espions, etc. Et donc, la survie d'Israël, effectivement, se repose aussi énormément sur les services secrets. D'ailleurs, c'était le cas aussi pour la Russie bolchevique après le coup d'État, après la révolution du mois d'octobre 1917, parce qu'ils ont très, très vite compris que pour survivre, il fallait s'organiser aussi au niveau de ce service secret, parce que sinon, ils ne survivraient pas. Et donc,
Ça, c'est pour l'Israël. La Russie, c'est différent parce que la Russie, c'est un énorme pays qui, à la limite, personne ne veut attaquer la Russie. Oui, c'est ça, en fait. personne. Autant Israël, il y a des tas de gens qui voudraient détruire Israël. Ouais. Attends, j'ai jamais entendu parler de gens qui disent on veut Non, détruire la Russie. non. Mais ils vivent dans la paranoïa. Et c'est à cause de ça que les services aussi jouent ce rôle. Et puis, c'est peut-être aussi, en fait, c'est les deux extrêmes. Israël est petit et ne peut survivre que si Israël est bien organisé, y compris au niveau de l'espionnage et de contre-espionnage. Et la Russie est trop grande et vous ne pouvez pas la tenir si il n'y a pas un État fort, y compris dominé par le contre-espionnage et l'espionnage. Ouais. Alors, un mot quand même sur la CIA, grand service d'espionnage aussi extrêmement américain, et extrêmement réputé, avec des moyens absolument extraordinaires. Et vous dites à un moment donné, alors c'est assez cocasse, vous dites finalement, bon, c'est de l'humour, hein. Finalement, ça sert pas à grand-chose et peut-être que Elon Musk avait raison lorsqu'il voulait faire fondre les effectifs de la CIA. Pourquoi est-ce que la CIA, selon vous, n'a pas cette efficacité? Il peut avoir le Mossad ou le KGB, enfin l'ex-KGB, le FSB, etc. En fait, c'est pas uniquement à la CIA. Hein. Moi, c'est ma thèse depuis toujours, depuis pas mal de temps, que dans le monde actuel, les services n'ont de raison d'être que sur les terrains de guerre. Par exemple, Israël, c'est un pays qui est constamment entouré d'ennemis et donc vit dans la guerre par rapport aux ennemis qui l'entourent. Donc, les services ont bien raison d'être. Mais même en Israël, vous savez, le 7 octobre, il y a eu quand même quelques problèmes parce qu'apparemment, l'information montait, mais elle n'a pas été prise au sérieux par les autorités politiques. Et donc, ça a engendré quand même quelques conséquences au niveau de l'organisation des services en Israël. Et à mon avis, c'est pas encore terminé, hein, parce que c'est juste parce que actuellement vous êtes en guerre chaude, mais quand la guerre chaude sera terminée, il y aura quand même des règlements de compte de la société envers les politiciens et les services qui ont raté la préparation de ce coup de Hamas. Mais tous les services sont un peu différents. Je donne un tout petit peu aussi le classement en fait des services parce qu'on me pose souvent quel est le meilleur, etc. En fait, je dis il n'y a pas de meilleur, il y a des services différents. Les Américains, c'est un service grand. Ils ont d'ailleurs, c'est pas un seul service parce qu'en fait, on parle de la CIA, mais en réalité, aux États-Unis, c'est 17 services. Même on peut parler de 18 parce qu'il y en a un qui a deux de pendant, donc on peut les diviser en deux, donc on peut même parler de 18. Et donc ça crée une communauté, intelligence community, communauté d'intelligence, enfin, d'espionnage, de contre-espionnage, dont la CIA n'est pas le plus gros budget. Le plus gros budget, c'est NSA, vous savez, c'est l'Agence nationale de sécurité, elle qui écoute en fait le monde entier. Mais ils enregistrent vidéo, caméra partout, et ils écoutent tous nos téléphones. Actuellement, nous sommes écoutés par NSA. Hein. On leur dit bonjour au passage. Voilà, oui. donc coucou les gars, on vous aime. Hein. Et la CIA, en fait, c'est la branche politique, mais qui a vécu des moments différents, parce qu'à un moment donné, ils faisaient aussi des opérations clandestines assez costauds. Ils organisaient les coups d'État. Ils organisaient les coups d'État en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Ils organisaient les opérations très, très musclées contre l'Union soviétique. Mais vous savez, quand on compare les services d'espionnage, les Américains sont agressifs et arrogants parce qu'ils ont beaucoup de fric. Et donc, ils pensent qu'avec le fric, ils vont tout faire. Et finalement, dans cette guerre froide, et là, on le retrouve dans plusieurs histoires que je raconte. Et donc, il y a eu en fait des traîtres pour la CIA, mais il y a eu des traîtres à l'intérieur de la CIA ou de FBI qui ont servi le KGB, ou de MI5 et MI6 qui ont servi le KGB, et que finalement, c'est ça aussi ce que je dis, que si vous prenez le bilan en fait de cette guerre, c'est match nul parce qu'en fait, là, le service d'en face savait tout sur le service d'en face. Donc, en fait, il y avait Ils se neutralisaient. Ils sont neutralisés. Et puis, dans notre monde, pour finir l'idée que j'ai lancée, le monde est tellement relié.
il y a tellement de gens avec leur smartphone qui peuvent filmer dans n'importe quel coin et mettre tout de suite ça sur le réseau, qu'en fait, les services d'espionnage à l'ancienne n'ont presque plus le droit d'être, hein, parce qu'ils ne servent plus à rien. Ça veut dire que... et ça a été prouvé, vous savez, par cette petite entité qui s'appelle Bellingcat, vous savez, qui s'est révélée très efficace après l'affaire Skripal en 2018. Qui a été créé par 5 chômeurs qui s'emmerdaient en fait chez eux, qui ont créé un petit réseau entre l'Angleterre et l'Allemagne, et qui ont déniché l'information sur quasiment toutes les structures de la GRU de Poutine. Donc, le service, un des plus clandestins services du monde, mais en dénichant leur numéro d'adresse, leur adresse, leur numéro de passeport, les plaques de leur voiture, les unités militaires, les noms des personnages. Et c'est les amateurs en totalité complet, hein, qui savaient tout simplement jouer en fait sur Internet, parce que sur Internet, même sur un service qui fait des opérations clandestines, il est obligé d'utiliser les passeports, il est obligé de prendre l'avion, et donc tout est enregistré, tout est publié, quasiment tout est publié. On a découvert, on a suivi Poutine, même son service de protection. Poutine, lui, il est protégé, mais le service de protection, en fait, il voyage, et donc vous pouvez retrouver... Et ça, la CIA n'avait pas, enfin, ou les autres services secrets américains n'avaient pas eu accès à ces informations. Absolument si, oui. bien évidemment. Mais le truc, c'est que, en fait, peut-être ils n'étaient pas intéressés, ou ils vivaient encore dans le vieux monde, ce qui fait que ce petit groupe, en fait, qui a eu juste l'idée, parce que en réalité, les bases de données sont quasiment en accès libre. Mais il y en a tellement de bases de données, et c'est tellement compliqué, parce que l'information, il y en a tellement, l'amas d'informations est tellement énorme que ça se perd dans la main. Et il faut avoir la patience, en fait, de gens qui ne foutent rien de leur vie, qui s'emmerdent chez eux et qui vont fouiller toute la journée dans les bases de données, des jours, des semaines, etc. Et puis, si vous faites ça, au bout de quelques semaines, vous avez accès à toutes les informations qui vous permettent, en fait, de quasiment mettre à jour tous ces espions qui prétendent de se cacher. Mais est-ce que c'est pas finalement le manque de confiance vis-à-vis des services secrets américains n'a pas vraiment débuté au moment du 11 septembre? C'est-à-dire où là, les services ont été mis en cause. Vous n'avez pas vu ce truc massif qui était en train d'arriver, et où les gens, peut-être les Américains, se sont dit à ce moment-là, on n'est plus vraiment protégé par vos services secrets. Je crois que ça n'a pas forcément commencé au moment du 11 septembre, mais le 11 septembre a été le moment qui a choqué le plus, hein, parce qu'en fait, c'était visuel, c'était énorme, mais ça a commencé avant, ça a commencé bien avant, et ça a poursuivi, parce qu'en gros, maintenant, on le sait, que les services de contre-espionnage, par exemple, ou d'espionnage savent lutter contre le crime organisé. Lorsque vous avez des vraies organisations avec la vraie structure, avec les vrais liens entre les personnes qui sont dedans, là, vous pouvez les démanteler, parce que vous avez les mécanismes, en fait, pour les repérer et les démanteler. Mais en gros, et ça c'est malheureux, et malheureusement ça continuera toujours, vous ne pouvez rien faire contre une personne seule qui n'est absolument pas dans aucune organisation, et qui le matin se lève et se dit tiens, je vais tuer des juifs, ou je vais tuer des blancs, ou je vais tuer des noirs, en fait peu importe en fait ce qui va tuer. C'est pour ça d'ailleurs aux États-Unis, vous savez, ces histoires avec les armes. Donc il y a un petit gamin fou qui est mal à l'aise dans son école, donc, et comme les armes circulent aux États-Unis librement, à un moment donné, il prend le flingue de son père, il arrive dans son école et il descend quelques personnes qu'il n'aime pas, ou qu'il aime des fois. Vous avez vu peut-être cette série anglaise qui vient de sortir sur un gamin de 13 ans qui, en fait, a pété les plombs, mais elle a tué la seule fille, en fait, qu'il aimait et qu'il désirait. Donc, en fait, c'est aussi une génération jeune qui est un peu perdue, qui n'a pas de beaux repères, mais qui passe leur temps aussi sur les jeux violents sur ordinateur, et donc après perd en fait la différence entre le monde réel et le monde virtuel. Donc contre ça, les services ne pourront jamais rien faire. Et pour le 11 septembre, vous savez, la CIA, en fait,
il y a eu un truc, il y a eu un épisode qu'ils ont bien voulu oublier et ça ne se republie pas parce qu'il y avait un islamiste en Allemagne qui a demandé à voir les officiers traitants du service de contre-espionnage américain en disant « Je connais quelque chose qui se prépare sur les États-Unis ». Et en fait, donc, les Allemands l'ont interrogé, ils ont fait venir les Américains, et les Américains ne l'ont pas pris au sérieux. Et donc, c'est quelqu'un qui voulait parler, en fait, de ces terroristes saoudiens qui préparaient, enfin, pour la majorité, qui préparaient les attentats du 11 septembre. Mais dans mon livre, je raconte presque la même chose dans l'affaire Mitrokhine, les archives Mitrokhine. Mitrokhine qui a amassé si mal de documents précieux pendant 20 ans, et donc il les propose aux Américains à Riga, et les Américains l'envoient balader. En fait, ils ne le prennent pas au sérieux. C'est uniquement les Anglais qui comprennent en fait la portée et le trésor qu'il leur apporte. Comme quoi, on peut être espion et parfois aveugle finalement à certaines choses. L'idéologie est quand même puissante. Je crois que on peut être aveugle par l'idéologie, mais on peut être tout simplement inefficace. Vous savez, lorsque vous avez une énorme machine. Moi, j'ai été au KGB. Je vous rappelle quand même que le KGB, le rôle principal du KGB était la sauvegarde de l'Union soviétique. Donc, il a raté en fait son but principal parce que lui-même a disparu, le parti a disparu, l'Union soviétique a disparu. Donc, il n'a pas rempli le rôle pour lequel il a été conçu. Ouais. Alors, vous parlez aussi dans ce livre, Sergueï Girnov, L'ombre des légendes, vous parlez aussi, c'est très intéressant, d'Edward Snowden. Snowden, donc, c'est beaucoup plus récent. Ça, c'est une histoire. Vous en donnez tout le relief. C'est une histoire absolument extraordinaire, cette histoire de fuite. En fait, vous savez, je parle beaucoup de traîtres. Ouais. Des deux côtés, d'ailleurs. Ouais. Et Snowden, bien évidemment, par NSA, parce qu'il a travaillé comme contractuel à la CIA. De traîtres qui sont souvent des gens très idéalistes, pas forcément des gens qui agissent en fait pour sauver le monde. Oui, et qui racontent des choses qui sont complètement vraies. Il y en a d'autres qui agissent pour l'argent. Vous en parlez aussi. Mais là, c'est effectivement... Effectivement, c'est quelqu'un qui, en fait, a dit, par exemple, à l'Europe occidentale, votre allié américain vous écoute et en réalité vous prend pour des idiots et pour non pas pour des partenaires, les alliés, mais pour des ennemis. Et à la limite, Snowden... Il a montré que même Angela Merkel, à l'époque, lui, il faut dire qu'il travaillait dans les services secrets américains. À un moment, il a tout balancé. Il a dit, mais même Angela Merkel, enfin les principaux... Nicolas Sarkozy, François Hollande, Angela Merkel sont écoutés par les Américains. Absolument. Et donc, il a demandé l'asile, mais dans tous les pays du monde. Et aucun pays du monde libre n'a osé lui donner l'asile parce que c'était contre les Américains. Vous imaginez, les Français, s'ils lui donnaient l'asile, déjà, on ne sait pas où il fallait le mettre pour le cacher parce que les Américains cherchent quand même à le récupérer. Et donc, mais c'est devenu pour lui une tragédie de sa vie. Parce que donc lui, un whistleblower, donc un dénonciateur en fait de l'État, de la mainmise de l'État contre la société civile, contre la population, contre les peuples en fait qui sont dirigés, parce que il a démontré aussi que les États-Unis menaient des opérations contre les citoyens américains et sur le sol américain, ce qui est interdit en principe par les lois et la Constitution américaine. Et il s'est retrouvé d'abord chez les Chinois, et puis après chez Poutine, qui est le pire ennemi en fait de la liberté. Et c'est ça la catastrophe en fait de la vie de Snowden. Lui, le dénonciateur dans le monde occidental des violations de liberté et des droits de l'homme, il s'est retrouvé chez quelqu'un qui est le pire tyran actuellement. Parce que
qui a Ouais, voulu qui est le seul l'héberger, qui a voulu qui le lui a donné récupérer. d'ailleurs la citoyenneté D'abord russe. l'asile et puis après la citoyenneté. Et il y Ouais. est toujours. Et il est toujours. À un moment donné, il était tellement malheureux qu'à un moment donné, il a dit, il était sur le point de dire, je vais rentrer quand même aux États-Unis, quitte à passer ma vie en prison aux États-Unis, quitte à payer ma dette, parce qu'il est malheureux chez Poutine quand même. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui était un idéaliste, donc en fait, il est. Mais là, je raconte aussi les 5 de Cambridge, c'est la même chose en fait. Vous savez, les 3 sur les 5 sont retrouvés en Union soviétique et à la fin de leur vie, ils ont compris qu'en fait leur exploit n'a servi à rien, Ouais. parce qu'il était plus communiste que les soviétiques qui les dirigeaient. Parce que quand ils sont retrouvés en Union soviétique, ils ont compris que c'était absolument pas le pays communiste. C'était, il y a personne qui croit en communisme, et eux, ils étaient beaucoup plus communistes que les soviétiques. Alors, quelques mots, Sergueï Girardov. Enfin, les lecteurs vont revenir et vont dévorer ce livre sur l'ombre des légendes, donc sur toutes ces histoires d'espionnage. Quelques mots, il nous reste quelques minutes pour parler quand même de ce qui se passe actuellement, de la façon dont vous, qui êtes quand même un des grands spécialistes de l'espionnage, qui savez décoder l'époque actuelle. Comment vous voyez, alors en quelques minutes, c'est difficile à dire, mais comment voyez-vous l'espionnage actuel et son évolution? Est-ce que les espions sont morts? On a appelé cette émission Espion es-tu là? Est-ce que les espions sont encore là? Les espions sont encore là. Là, on a commencé déjà d'en parler un tout petit peu parce que je suis, ma vision de la chose, c'est en fait l'espionnage a vécu, l'espionnage politique à l'ancienne a vécu. Tous les espions qui sont dans les ambassades, en fait, qui passent leur temps à gagner du fric et à manger des fours dans les réceptions diplomatiques, en fait, ils servent absolument à rien. Il suffit d'avoir quelque part une dizaine de personnes, une dizaine de bons analystes qui lisent les sources ouvertes. Et donc, en fait, les sources ouvertes peuvent vous donner quasiment 90... Tout est là, finalement. Toute l'info est là. L'info est là. Ouais. Ouais. Donc, maintenant, il faut tout simplement savoir la chercher, comme c'était l'affaire de Bellingcat, et la décortiquer comme font les rédactions, comme font les rédactions des bons médias. D'ailleurs, je dirais que un bon média d'investigation peut être plus efficace que les services d'espionnage. Donc par rapport à ça, les espions sont morts, mais les espions sont toujours vivants parce que les États, en fait, c'est un jouet en fait des États. Les États se moussent, se font mousser en disant nous, on a la possibilité de faire les choses dégueulasses, clandestines, criminelles qu'on interdit à nos citoyens. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est totalement aberrant au niveau tout simplement législatif, parce que si vous faites juger tous les jours les gens pour les crimes et les délits, et l'État commet, en fait, au nom des grands principes, les crimes, les délits encore pire que les citoyens, donc de quel droit après, il peut juger les citoyens. Donc, en fait, c'est aussi une vision morale et éthique du monde qui se pose. Mais bon, bien évidemment, c'est une drogue. En fait, vous savez, l'espionnage, chaque personne qui arrive dans le bureau d'un président, il est débriefé sur l'existence des services et il commence à vibrer parce qu'il a le droit. Vous avez lu, vous vous souvenez, le livre de François Hollande, le livre qui d'ailleurs a fait beaucoup de bruit, tout ce que le président ne doit pas dire, en fait. Ouais. Donc, effectivement, on lui a dit, c'est justement ça que tu ne devrais pas dire. Donc, dernière question, est-ce que, comme les informations sont toutes là, est-ce qu'il n'y a pas... il nous reste juste 30 secondes, mais est-ce que justement, c'est pas aller chercher aussi des initiatives d'un point de vue de tous les réseaux, de tout ce que vous parliez d'amateurs qui remontent des informations, est-ce que c'est pas ça aussi, d'aller chercher un petit peu partout tout ce qu'on n'a pas vu? Est-ce que c'est pas ça? Oui, tout à fait. Actuellement, les informations sont là et c'est celui qui sait les chercher et les trouver peut être aussi informé que les États. Sergueï Girardov, merci. Je renvoie sur votre livre L'ombre des légendes, donc paru chez Istia et compagnie, passionnant. Sortie officielle 5 juin. Sortie officielle. Mais déjà en précommande partout et dans toutes les librairies, chez votre libraire, si vous n'avez pas en stock, vous pouvez le commander. Et peut-être des suites, parce qu'il y a tellement d'histoires, peut-être.
après On verra bien. d'autres. Voilà. Sergei Agenov, merci d'être venu. Je peux retirer mes lunettes peut-être maintenant. On m'a reconnu. Merci Marc. Merci.